Un hiver à la Panouse, c'est long. Alors, nous avons produit cette vidéo pour présenter quelques-unes de nos recherches historiques. Nous allons découvrir des masses abandonnées, des chemins oubliés, visiter des friches industrielles et même percer le secret du trésor des Templiers. En cette année 2024 de recensement, nous allons faire un tour aux archives de l'Aveyron, voir l'historique de la population. Inutile d'aller à Rodez, les recensements entre 1876 et 1936 sont en ligne. 1876, 400 habitants, 346 dans le village et 54 dans les fermes. Bon, on ne va pas faire des statistiques ou de la généalogie, mais plutôt s'intéresser à l'évolution de notre communauté, essentiellement agricole en 1876. En 1891, nous trouvons de nouveaux habitants au château de l'Escure, Monsieur de Taverneau qui a épousé une demoiselle de Péguerolles, leurs 2 enfants et du personnel de maison. La première citation de l'Escure que nous connaissons, c'est une charte datée de 1221. La copie nous a été donnée par Madame Durand, doctorante en histoire, étudiant l'ordre du Saint-Esprit. Charte rédigée en latin que je vais vous résumer en français. Moi, Marie de la Hugonie de la Panouse, donne à la maison de l'hôpital du Saint-Esprit et par ta main Durand de la Croze, commandeur qui est à Millau de l'hôpital du Saint-Esprit, et donne avec moi la moitié du bénéfice de tout le mas de l'Escure et la 4e part du quart du mas de Peyrefioc, et donne aussi la moitié du bénéfice de tout le mas de la Frégière et la 4e part de tout le bénéfice et de tout le mas de la Hugonie. Pour vérifier que c'est bien notre Lescure et notre La Panouse, nous avons utilisé le plan cadastral de 1830, la matrice de 1913, le compois de 1665 et la brevette du compois de 1500. Plan cadastral et matrice sont identiques à ce que nous connaissons actuellement. Pas de plan pour les compois, ils sont remplacés par des descriptifs complets, nom du bien, type du bien, nom des voisins pour le situer, surface et base fiscale. Pour en faire des plans, il suffit de faire des ronds et des traits. La ligne droite est le plus long chemin d'un point à un autre. Au fil des siècles, des donations, des achats, des héritages et des dots, l'Escure est toujours restée l'Escure. La Hugonie a absorbé la Frégière et le Peyrefioc. Ensuite, la Frégière et le Peyrefioc ont été intégrés dans Arques. En 1665, Arques était propriété de Monsieur de Péguerolles, aïeul de la demoiselle. Le château actuel a été construit à la Frégière. Le mas du Peyrefioc, c'est le grand champ sous le transformateur. La Hugonie, c'est au-dessus du Peyrefioc. Nous avons trouvé la ruine qui était un oustal en 1500 et une jasse en 1665. À partir de 1886, nous avons un pic de population. Les 165 habitants comptés à part en 1891, ce sont les techniciens et ouvriers qui construisent la voie ferrée. Le passage de la voie dans le bois communal et le bas de la Devèze a impacté la vie des Lapanousins, d'où cette réclamation signée par le conseil municipal et les usagers des communaux. La commune de La Panouse n'avait qu'un chemin convenable pour se rendre avec les animaux et les chars dans ses biens communaux. Ce chemin a été détruit au quartier dit Ravin du Bosc par la ligne d'Albi au Vigan. L'administration du chemin de fer en a fait un autre à côté, mais une pente plus raide, en sorte que les communaux ne peuvent charger qu'à moitié, soit pour transporter le fumier, soit pour enlever la récolte, ce qui leur cause un grand préjudice. Petite explication, voici le lieu du litige, ici sur le plan cadastral de 1830 et là, reporté sur la photo aérienne, la gare, la route de la gare, le ravin du Bosc, la voie ferrée. Reportons le cadastre, le chemin du Viala, chemin de la Devèze, passade basse et passade haute,
Rajoutons le nouveau chemin. Et qu'a répondu l'administration ? Elle a surtout répondu à côté. Plan à l'appui, elle prouve que la pente du nouveau chemin n'est pas plus forte que celle de l'ancien, mais elle se trompe de chemin. À la boulette. La réclamation portait sur l'accès de la Devèze côté Moulines. Le nouveau chemin passe sous la voie dans le lit du ravin et la pente est très forte pour remonter sur le plat. Devant l'insistance de la commune pour avoir une communication entre les deux rives du chemin de fer pour l'exploitation du bois, l'administration propose de faire un chemin au passage inférieur des Trémouls, autre boulette. Au vu des pentes sous cet aqueduc, les ingénieurs de terrain ont tracé le chemin à l'aqueduc de la Croûte, en solde de tout compte. Et elle vous emmerde, l'administration. Nous avons fait la liaison entre le chemin de la première réclamation et ce nouveau passage. Après être montés dans la Devèze côté Castellas, nous avons suivi le chemin dit de l'ingénieur. Lors de la construction de la voie, chaque ouvrage était contourné par un chemin pour permettre la continuité des travaux. Sur la photo aérienne de 1943, nous voyons très bien ces chemins. Le viaduc du Bassy, le tunnel du Grand Tournant. Retournons à notre chemin. Après le petit aqueduc de la Mouline, nous avons longé la voie sous le mur jusqu'à l'aqueduc de la Croûte. Après l'avoir traversé, nous avons trouvé et suivi le chemin quelques dizaines de mètres avant de le perdre. C'est pas peine de me reconduire. Je connais tous les chemins de mon pays. Avis aux amateurs de débroussaillage. Au recensement de 1901, nous avons 3 familles dans 3 logements à la gare. Le train à la Panouse, c'est la révolution industrielle qui arrive, mais c'est à nuancer. Elle était déjà là, pour preuve, l'exploitation du charbon. Pour cela, allons chez nos voisins de Sainte-Eulalie. Voici une monographie datée de 1887, accompagnée par une carte et signée Gay, instituteur à Sainte-Eulalie. Plusieurs gisements de houille existent sur le territoire de Sainte-Eulalie, mais ne sont pas exploités. Vers le commencement du siècle, quelques propriétaires eurent la pensée de creuser sous la masse du Puechcaut, près de Fabiergue. Leur tentative réussit, ils trouvèrent la houille et on l'exploita pendant plusieurs années pour faire de la chaux. Leur étonnement fut grand quand ils trouvèrent dans la montagne des galeries creusées de main d'homme, prouvant manifestement que la mine avait été exploitée avant eux. On s'est toujours perdu en conjectures sur l'origine de ce travail dont personne ne soupçonnait l'existence. Les galeries ayant été inondées vers 1830, personne n'a plus songé à les exploiter. Ce quartier se nomme Fabiergue et contrairement à ce que pensaient M. Gay et les érudits de cette époque, plaine de Fabiergue où le général romain Fabius aurait fait camper ses troupes, d'après une tradition très accréditée. Fabiergue vient de l'occitan fabre, forgeron. Il est plus facile de fabriquer ou de travailler du fer avec du charbon de terre plutôt que du charbon de bois. On trouve des fonderies de fer en grand nombre sur le Larzac, ici au Viala et là à la Panouse. Dans le livre sur la cavalerie, Jean Delmas, ancien archiviste de l'Aveyron, fait la chronologie des mines du Larzac. Millau en 1561 à Fontcubucelade, Lafont, une galerie de mines. À partir de 1635 à la cavalerie, avec comme concessionnaires des maréchaux ferrants et des chauffourniers. En 1881, à la cavalerie, nous trouvons 12 mineurs, 6 maréchaux et 1 chauffournier. Retour à la Panouse. En 1839, la concession de l'Escure est attribuée à Hippolyte de Péguerolles, père ou grand-père de la demoiselle. Les mines. Il n'y a pas de terril, les veines de charbon étaient entre 2 cises de calcaire. Le crassier, là où le charbon était trié. Le four à chaux de l'Escure. Au XIXe, le chaulage des terres acides était connu.
Les ségalas des bordures du Larzac, qui sont les terres les plus riches, c'était ça avant le chaulage, une mauvaise terre où ne poussaient que des genêts. Nous allons voir maintenant comment on vivait sur le Larzac sous l'Ancien Régime. Pour cela, utilisons la thèse de Francis Laure, publiée en 1929. Morceau choisi. Le 26 mai 1750, le curé de Lapanouse écrit « J'ai rangé les affaires de mes pauvres pour les empêcher de mourir de faim sur une recette d'un médecin de Paris que l'on m'a envoyé. Ils ne sont pas sujets à l'indigestion, mais enfin, ils vivent. » À la cavalerie, le secteur des Roussettes si infertile que d'après le proverbe, un sétier y fait 3 petites cartes. Traduit en mesure actuelle, pour 100 kg de semences, on en récolte moins de 75. Les récoltes sont médiocres parce qu'il n'y a pas assez d'engrais, faute de bestiaux. Faute d'argent, le paysan ne peut en acheter. On pourrait bien fumer avec de la chaux, mais ou il n'y a pas de bois pour la calciner, ou pas de chemin pour la transporter. Les municipalités sont unanimes à demander des chemins pour porter nos produits en Languedoc. Nous devons à Colbert la création du corps des ponts et chaussées pour centraliser le pouvoir de décision, de création et d'entretien des routes. Centralisme qui n'existait plus depuis les voies romaines. Dès 1724, le gouvernement s'était préoccupé de relier Paris au Languedoc par l'Auvergne. En 1748, les États votèrent par principe une route par les Cévennes. Un des arguments pour faire passer la route par le Larzac fut la qualité des foins des vallées de la Sorgue et du Cernon. Faisons un état des lieux des chemins avant l'an 75. Les plus anciens chemins, ce sont les drailles qui datent des premiers éleveurs. Peu à peu, elles ont été transformées en passades entre les terres cultivées. Ici, sur le Guillaumard, entre les anciennes communes de Canals et de la Bastide des Fonds. Ancien chemin appelé passade, allant du ruisseau de Berlière à l'Escandorgue. Chemin de troupeau allant d'un point d'eau à un autre. Sur l'Escandorgue, nous trouvons les sources de la Lergue et de l'Orbe. L'eau est la denrée la plus précieuse d'Écosse. Ensuite, les sentiers muletiers, en exemple, les vieux chemins d'accès de la plaine du Languedoc au Larzac, tracés sur le cadastre Napoléon. Puis, les voies romaines, appelées chemin de César à la cavalerie. Lecture du Compois de Millau en 1668. Un champ et herme à Soulobre, appelé Escoutseplo, qui confronte de Couchant le Camille-Roumieux et de Bise le Camille-Farat. Le Camille-Roumieux, c'est le chemin des pèlerins. Et ici, le Camille-Farat, c'est la voie romaine. Les Camille-Farat sont des chemins de roulage. Un autre descriptif à Sainte-Eulalie en 1491. Et partant du bas de la Fenne, il y a un chemin public ferrate, partant du Caillard et va à la ville de Sainte-Afrique. Il y a une borne de pierre dans le dit chemin où est la croix de Saint-Jean et la crosse de la Besse de Nonenque. Allez, un dernier. Un chemin pour les relier tous. Sur le cadastre de 1811 de Saint-Michel d'Alajoux, un vieux chemin ferré large comme une passade. À l'autre bout de la commune, un autre vieux chemin ferré d'environ 300 mètres qui va de nulle part à nulle part. Entre les deux, un alignement de menhirs et au bout, dans Saint-Pierre-de-la-Fage, un menhir et une lavogne. On est bien dans une ancienne draille. Revenons au tracé de la route d'Auvergne. Le choix par le Larzac est entériné en 1752. Toujours trouvé sur Gallica, voici les plans de Truden entre Millau et la Pesade, limite du Rouergue. Plus au sud, la première route passait par Arboras et la Vacquerie. Le tracé fut complété par la route entre Soubès et Saint-Pierre et, plus tard, par l'Escalette. Chaque nouveau projet produit son lot de râleurs. Par exemple, à Saint-Félix, en haut de l'Escalette, les bâtiers ont été ruinés par l'apparition récente de la charrette. Le croisement de la route d'Auvergne et de celle des Cévennes à l'Albigeois est une aubaine pour Lapanouse. Pour cela, revenons aux réclamations de la voie ferrée.
la demande d'un mur de clôture sur la tranchée pour assurer la sécurité des troupeaux de mulets et de bœufs. Ces mulets et ces bœufs étaient vendus comme bêtes de somme aux rouliers. Le fumier de ces élevages a permis l'augmentation des rendements agricoles pour produire plus de foin et de grains livrés au relais de poste de la cavalerie. Mais le cheminot a tué le roulier et avec lui tous ceux qui, directement ou indirectement, vivaient du roulage. L'ouverture de la ligne Béziers-Millau en 1874 porte un coup fatal à la route d'Auvergne. Peu à peu, il n'y a plus d'acheteurs pour le foin, les mulets et les bœufs. Heureusement, l'essor des transports par la route puis par le train a permis l'industrialisation du roquefort, vendu toujours plus loin. La brebis reprend sa place dans l'élevage sur le Larzac. Retour au recensement. À partir de 1896, nous voyons apparaître des cabannières et des laitiers. Le fait le plus marquant, c'est l'arrivée à la Panouse de celui qui devrait être notre gloire locale, Paul Lebroux, l'inventeur de la fausse cave pour affiner du vrai roquefort. Recensé en 1901, puis à partir de 1906 à la Mouline, ingénieur des arts et manufactures et négociant en fromage en 1911. On ne va pas vous résumer cet ouvrage disponible sur Internet, juste citer quelques événements marquants. Paul Lebroux a été embauché par Société des Caves pour améliorer la conservation du fromage. Il a si bien travaillé qu'il a mis au point pour son compte l'affinage dans une cave totalement artificielle à la Mouline. Cave sans fluorine, il en a régulé la température et l'humidité en faisant circuler de l'eau froide et abondante. On ne sait pas s'il a utilisé la vieille cave bâtarde. Elle est cadastrée en 1830 avec son chemin d'accès. Nous avons quelques indices. Quand il a acheté la mouline, il y avait un moulin d'une puissance de 50 chevaux. L'emploi d'un mécanicien et les nombreuses rigoles dans la cave haute alors qu'elle est sèche. Mais il ne l'a acheté qu'en 1923. Avant, il y avait 4 propriétaires, dont aucun de la Panouse. Cette cave est en excellent état et c'est là que nous a été révélé le secret du trésor des Templiers. Tu arrives bien tard, le trésor n'est plus ici. Je n'ai pu sauver que ça. Ils nous ont bannis en disant que notre cave de la Mouline était bâtarde. Et ça, c'est une cave peut-être. Ils osent appeler ça cave saveur. Ils découpent le trésor et le mettent dans cet emballage de plastique jetable. Moi, frère Paul Lebroux, je suis vieux et fatigué. Je compte sur toi pour réparer cette infamie et faire disparaître à jamais cette cave usurpatrice. Que la force soit avec toi.